Ici, on va travailler une compétence scientifique qui se trouve à être l'analyse statistique. Parce qu'habituellement, quand tu fais une expérience, tu as fait une hypothèse, tu veux voir si ton hypothèse est vraie ou non. Donc là, tu veux comparer tes résultats selon tes prédictions, selon ton hypothèse. Tu peux pas juste baser ça sur ton feeling. Donc, c'est pas juste en regardant tes données, tu peux avoir quand même une bonne idée, mais en même temps, il faut que tu viennes appuyer ça avec quelque chose qu'on appelle un test statistique qui va venir vraiment paramétrer cette affaire-là, ok, de manière mathématique. Et absolument, ces tests-là supposent que tes variables que tu étudies respectent la loi de la normale. C'est quoi la loi de la normale? Ben, c'est cette fameuse loi là, qui dit qu'habituellement, quand tu prends un échantillon d'une population et que tu la testes pour une certaine valeur quelconque, par exemple, ici dans ce cas-ci, c'est le QI, ben, ça respecte habituellement ce genre de courbe-là. Ça veut dire que tu vas avoir une moyenne, donc la moyenne des gens va se situer à un certain endroit, puis ensuite tu vas avoir les écarts de chaque côté. Ça veut dire que là, de moins en moins de personnes, par exemple, vont avoir des QI plus bas, puis ici, de moins en moins de personnes vont avoir des QI plus hauts. Puis là, ben, ça forme une cloche qu'on appelle finalement la distribution normale. Cette distribution normale-là, ben, on va la retrouver la plupart du temps bon, en sciences physiques, sciences sociales, en médecine, en agriculture, en finance, etc., etc. Donc, on prend souvent pour acquis que nos valeurs vont respecter cette distribution normale-là. Alors, si on regarde ça, habituellement, quand on a une belle courbe normale, la moyenne, le mode, la médiane sont sensiblement les mêmes. Ça veut dire qu'ils sont vraiment au centre de la courbe qui la sépare en deux. Donc, ça fait vraiment un axe de symétrie. Toute la courbe au complet, c'est 100%, mais actuellement, on ne travaille pas avec le 100%. On choisit juste un certain nombre d'écarts types. Les écarts types, c'est dans le fond, ça représente l'étendue de chaque côté de nos données. OK? Ça, dans le fond, c'est que si on se fie à ça ici, c'est que l'écart type va donner une petite idée si, dans le fond, tes données sont très dispersées, c'est-à-dire très loin de la moyenne, ou sont très rapprochés de la moyenne, donc peu dispersés. Ça veut dire, par exemple, la courbe ici en bleu, ben, c'est un écart type très petit. Donc, c'est toutes des courbes normales qui ont la même moyenne. Donc, ça se pourrait que, si on prend l'échantillon qu'on a utilisé pour faire la courbe verte, ben, quand on fait la moyenne, ça arrive vraiment à 3, mais on voit que c'est très dispersé. Ça veut dire qu'il y a une grande variété de données quand même. Bon, de moins en moins fréquent, mais il reste quand même qu'il y en a à s'échelonner longtemps. Ça veut dire que ça ici, par exemple, si tu as fait une expérience puis tu arrives avec une grande courbe comme ça aplatie, c'est soit que tu as fait beaucoup d'erreurs dans ton échantillonnage, dans tes mesures, quoi que ce soit. Habituellement, on essaie d'avoir quand même une belle courbe qui ressemble plus à la rouge. Une bleue, ça veut dire vraiment plus quand tu vas en laboratoire puis que tu essaies de reproduire le plus possible tes mesures avec ta balance ou avec quelque chose comme ça, ou un instrument de mesure. Alors, plus que ton écart type, c'est plus que tu es meilleur ici dans ta prise de valeur. Alors, finalement, il y a moins de variation dans tes échantillons. Sauf, par exemple, si tu fais pousser des plantes, ben, tu peux pas contrôler tant que ça, dire que la plante, oui, tu t'as fait varier le type d'eau, mais en même temps, les plantes, il y a d'autres facteurs qui vont faire en sorte qu'elle peut peut-être pousser un petit peu moins vite, moins vite. Hein? Donc, c'est pour ça que la grandeur des plantes, ça risque d'être plus comme la courbe rouge ici. Okay? Ça va être une courbe normale plus typique. Bon, mais tout ça pour dire que l'écart type, quand il est petit, grand, ça donne une petite idée de la dispersion de tes données. Habituellement, quand tu calcules un écart type de chaque côté de ta moyenne, ça englobe 68% des données. Si tu as deux écarts types, c'est 95%, puis trois écarts types, ça va jusqu'à 99,8%. Nous, ce qu'on considère souvent important, c'est le 95%. Sauf que, bon, quand tu arrives à mettre des barres d'erreur dans un graphique, habituellement, on va se contenter de mettre un écart type. Ça veut dire que finalement, on représente la moyenne avec comme le 68% des autres données à l'intérieur de notre échelle d'erreur. Okay? Alors, un exemple d'analyse qu'on peut faire à partir en sachant très bien que nos données vont respecter la loi de la normale, c'est que, par exemple, on essaye un nouveau médicament qu'on veut qui modifie le pouls, c'est-à-dire on trouve que le pouls est trop élevé et on veut l'abaisser avec ce médicament-là. Alors, on a pris un échantillon de 7 personnes. Donc, on ne peut pas essayer ça sur 100 000 personnes.
Donc, habituellement, on prend un échantillon de gens. Bon, 7, c'est quand même un échantillon assez faible, mais c'est passé un peu pour montrer que toi, dans le fond, j'espère que tu as fait 5 essais pour chaque chose que tu voulais faire varier. C'est parce que ça, c'est vraiment le minimum, 5. À 3, tu peux même plus penser faire des écarts types, quoi que ce soit. Tu peux faire une moyenne, mais pense pas à l'écart type. À 5, tu peux commencer à penser à faire un écart type, le calcul d'écart type. Mais sinon, bon, ici, c'est 7. On avait pris les pouls avant, qui sont pas écrits sur là-dessus, mais là, après, on a donné le médicament à ces 7 personnes-là. On a repris leurs pouls, et là, on a pris en note ces pouls-là. Tout de suite, on voit qu'il y a un 20 dans nos données, donc on peut penser qu'on s'est trompé en prenant cette mesure-là, donc c'est une donnée aberrante qu'on n'est pas obligé de considérer. Mais bien sûr, si tu l'as présenté et que tu décides de l'enlever, il faut que tu expliques pourquoi. OK? Alors, on a le droit d'enlever des valeurs aberrantes. OK? Parce qu'ils peuvent, c'est ça, soit que tu as mal noté ta valeur, tu étais un peu endormi. De un, peut-être que finalement, tu n'as pas pris la bonne personne, mais en même temps, battement de 20, ça peut assez peu probable. Alors, dans le fond, c'est soit des erreurs ici d'instrumentation ou quand tu l'as noté, puis là, tu as fait des erreurs. Donc, tu peux, dans le fond, c'est toi qui décides de l'inclure ou pas, puis tu l'expliques pourquoi tu l'enlèves. Alors ici, parce que si tu la laisses, tu vois, ça c'est les battements avant, les pouls après, et là tu vois que la moyenne, ici, si on enlève le 20, mais on passe de 73 à 80,8, puis ici tu vois l'écart type est à 23, puis là ici est à 1, donc ça a plus de bon sens, donc ici c'est dans le fond une courbe beaucoup plus étroite que celle-là ici. Alors, on fait le choix finalement de l'enlever, donc il faut juste préciser le pourquoi qu'on l'enlève par la suite. Et là, on a nos moyennes, nos écarts types. Ça, habituellement, Google Sheet te calcule pour toi. Puis là, déjà, si on fait les courbes normales, bon, toi, je te le demande pas de faire ça parce que c'est comme plus compliqué puis à faire et tout ça. Alors, pour voir visuellement, c'est que la courbe rouge, ici, avec la ligne bleue, qui est sa moyenne, c'est la courbe qui représente les pouls avant le fait de donner le médicament, qui est l'administration du médicament. Et là, une fois qu'on a donné le médicament, c'est ici, la moyenne est rendue là, c'est la courbe noire ici. On voit déjà qu'elle est un peu plus dispersée, ça veut dire que l'écart type est un petit peu plus grand pour celle-là, mais c'est quand même pas encore très problématique, ça fait quand même une belle courbe, elle n'est pas trop aplatie, puis la rouge non plus. Alors là, déjà ici à l'œil, on dit « ouais ». On est passé de là à là pour le pouls. Ouais, c'est peut-être juste comme le hasard qui a fait ça. Ça n'a pas l'air très différent. Oui, il est plus bas, mais est-ce que c'est vraiment le médicament ou les gens étaient plus calmes cette journée-là? Est-ce que c'est significatif? T'attaques? Bon, c'est un peu... Quelqu'un dirait non, là, c'est pas significatif, juste à l'œil. Moi, non. Mais finalement, le médicament, il est pourri, je l'utilise pas, il fait pas ce qu'on veut. Donc, on le rejette. Mais si tu veux le prouver vraiment de manière plus mathématique, quoi que ce soit, les tests d'hypothèse, dans le fond, c'est qu'on essaye d'aller prouver que, dans le fond, on va pas se tromper en rejetant ça. C'est qu'on notre intervalle de probabilité, c'est genre qu'on est sûr à 95% de notre coût. OK? Ça veut dire qu'on se donne une marge d'erreur de 5% d'affirmer quelque chose. Alors, le 5%, OK? Ben, de un, c'est que faut que tu partes avec ta prémisse. Tu te dis, ben moi, quelle est la probabilité que le pouls moyen des membres d'échantillon qui prend le médicament soit le même que le pouls moyen des membres de la population qui ne le prennent pas? Alors toi, tu t'accordes genre un 95% sûr puis un 5% d'erreur. Et là, tu te dis, ben moi, c'est quoi le seuil que la moyenne, OK? Ça veut dire que ici j'ai mon échantillon, j'ai mon autre échantillonnage ici, moyenne de départ, moyenne après. Puis quand est-ce que la moyenne ici est assez éloignée de cette moyenne-là pour dire que finalement, ben, ça commence à être significatif. Habituellement, le seuil est à 5%. Donc, c'est ça ici. Ça veut dire que la moyenne doit être au moins
supérieur à ce seuil-là. Okay? Parce que ça ici, c'est le 5% de cette courbe-là. Ça veut dire que c'est le 5% élevé dans ce cas-ci ou le 5% faible de ce côté-là. Ça veut dire que si ma nouvelle moyenne, elle se retrouve dans ce 5%-là, je peux commencer à dire que finalement, c'est significativement assez éloigné de la moyenne initiale pour pouvoir dire qu'il y a eu finalement quelque chose qui s'est passé. OK? Alors, dans notre cas, on part avec deux hypothèses. L'hypothèse nulle, qu'on absolument symbolise par H0, c'est dire que l'effet était inexistant. Ça veut dire que c'est complètement le hasard, en fait, qui a fait en sorte que finalement, bon, la moyenne, elle a un peu changé. Des fois, même, elle n'a pas du tout changé. Donc là, ça serait assez drastique. On pourrait dire carrément, bon, il n'y a rien qui s'est passé. Mais là, ça a changé, mais est-ce qu'elle a assez changé pour dire que c'est vraiment pas dû au hasard, tout ça? Tandis que l'hypothèse alternative, c'est H1. On dit que oui, il va y avoir un effet, puis c'est pas le hasard qui a fait en sorte que cette moyenne-là est plus éloignée. Alors, le test d'hypothèse, c'est de tout le temps arriver à dire que je suis capable de dire que l'hypothèse nulle, je peux la rejeter. Ça veut dire que je suis certain de mon coup qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas le hasard qui a fait en sorte que ça a été changé. Alors là, bien sûr, notre seuil est à 5%. Ça veut dire qu'il faut que je m'assure que ma nouvelle moyenne soit dans le seuil du 5%. Ça veut dire que là, je peux considérer que je suis assez éloigné pour pouvoir dire que, ah, non, c'est plus le hasard qui a fait en sorte que ça s'est tassé parce que je suis rendu vraiment dans mon 5% extrême de ma population initiale, okay, de mon échantillon initial. Donc, attends, bon, ok, encore, attends, boum. Ah, ben, attendez, je vais revenir juste un instant en arrière. Parce qu'on voit ici, ben, on n'est pas encore là. Puis il faut faire attention parce que des gens peuvent décider de mettre le seuil aussi plus élevé. Mais nous, vraiment, en science, c'est 5%. Donc, il faut vraiment aller dans la zone du 5%. Parce que là, si tu dis, ben, finalement, moi, j'accepte une erreur de 45%, mais là, finalement, ton seuil est là, puis là, c'est facile de dire, oui, j'affirme, t'attaques, mais là, il y a une probabilité, genre, de 45% de se tromper. OK? Tandis que là, ici, si ta moyenne a réussi à tomber dans le 5%, ben, tu peux juste dire, ben, la probabilité de me tromper est de 5%. OK? Donc, ça, en science, c'est acceptable de se tromper de 5%. Bon, il y a des gens peut-être qui vont dire que c'est gros de se tromper de 5%, mais c'est en science, c'est cette probabilité-là qu'on se donne comme chance. OK? Alors là, si on revient à notre médicament, ben, on veut savoir que s'il y a vraiment eu un effet. Donc, mon hypothèse nulle, ça va être le médicament, il modifie pas le pouls. OK? Donc, ça, c'est mon hypothèse nulle, il va avoir aucun effet. L'hypothèse alternative, ça va être que le médicament modifie le pouls, soit qu'il augmente ou qu'il diminue. Dans mon cas, ben, je voulais qu'il diminue. Donc, moi, étant donné que je veux qu'il diminue, donc ça, c'est mon échantillon de départ, donc ma courbe normale. Donc, moi, je veux être dans mon 5% au moins ici, dans mon extrême minimum. Donc, mon échantillon, quand une fois que j'ai donné mon médicament, je veux que la moyenne soit au moins, ça veut dire cette moyenne-là, soit rendue dans ce secteur-là ici. Bien sûr, les tests que je vais te présenter dans d'autres leçons considèrent aussi l'histoire des écarts-types, parce qu'il y a aussi l'histoire des écarts-types. Parce que oui, on veut que la moyenne se retrouve là, mais en même temps, si ta courbe est tellement étendue, ça rajoute aussi en tout cas des risques d'erreur, tu augmentes ton risque d'erreur aussi de te tromper. Donc, les tests actuellement statistiques aussi vont considérer dans leur calcul les écarts types. Okay? Mais là, strictement, du point de vue ici de la moyenne, on veut vraiment qu'elle se retrouve ici. Mais là, tout de suite à l'œil, on voit que ben, elle n'est pas du tout là. Okay? Parce qu'il faudrait qu'elle soit en bas du 80,69, qui est cette zone-là. Parce que toute cette zone-là, c'est le 5% qui commence ici à 80,69. Donc, une fois qu'on avait donné le médicament, si on avait mesuré puis qu'on a fait la moyenne, puis ça aurait été autour de 80, c'est-à-dire ici, ou même 80,5, ben, on aurait pu commencer à dire que oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ce médicament-là. Tandis que là, non. Ça veut dire que l'hypothèse nulle, on peut pas la rejeter. Puis finalement, on est sûr de notre coup à 95% de dire ça. Parce que finalement,
notre nouvelle moyenne ne se retrouve pas dans le 5% ici. Okay? Donc ça, c'est grosso modo le but des tests statistiques. Okay? Dans d'autres leçons, je vais expliquer des tests selon le type d'expérience que tu as fait. D'ailleurs, bon, je peux juste comme t'en parler vite fait. Il y a le test d'indépendance de Ki 2. Ça me surprendrait qu'il y ait des gens parmi vous qui vont avoir à l'utiliser. Mais le test de student, ça oui. Alors ceux qui font des tests avec des plantes ou avec des gens puis qui veulent voir avant ou après, ça va être le test de student. Ceux qui font faire plutôt des corrélations, c'est-à-dire avec les banques de données, ça va être le test de Person ou le test de Spearman qui vient à vérifier l'hypothèse nulle si on peut la rejeter ou pas.